to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous découvrirez cette nouvelle émission continue. On est pratiquement à la fin d'ailleurs de cette rétrospective autour de Hong Sang-soo, cinéaste sud-coréen. Aujourd'hui, on va parler de son 26e film, Juste sous vos yeux, film qui est sorti en 2021 en France. Et pour en parler de ce film, un confrère que vous connaissez très bien, il est souvent venu sur la chaîne pour plein d'émissions intéressantes. Et ce confrère, enfin un ex-confrère, je ne sais plus où ça en est parce qu'il est cinéaste, il faut le savoir. Donc, je ne sais pas si sa chaîne YouTube, il la met de côté, mais en tout cas, elle sert de plateforme pour pouvoir montrer ses films. C'est une Artopolis, surtout, c'est Nicolas. Et je suis très content qu'il ait accepté. Tous les ans, il le fait. Hein. Il vient tous les ans s'adonner à ce jeu, ce rituel estival, ce rituel estival de revisiter la filmographie d'un cinéaste. Il y a 2 ans, c'était Lang, Fritz Lang. L'année dernière, c'était Godard. Et aujourd'hui, c'est Hong Sang-soo. Merci, Nicolas, d'être là. Comment vas-tu? Avec plaisir. Et ça va très bien. Très content de pouvoir parler de Hong Sang-soo. Donc, je crois que c'est la première fois que je le fais en plus. Donc, c'est plutôt chouette parce que c'est un réalisateur qui me tient à cœur. Donc, j'en suis très heureux. Tu as choisi Juste sous vos yeux. Pourquoi? Oui. Pourquoi tu as choisi ce film? Alors, en fait, déjà, juste avant de parler de Juste sous vos yeux, il faut que j'évoque ma découverte de Hong Sang-soo parce qu'elle est plutôt récente. En fait, elle s'est faite pendant le deuxième confinement parce que j'ai un ami qui m'est assez cher, qui m'avait prêté le coffret qui regroupe ses 3 premiers films. Alors moi, j'ai commencé pour le coup de manière chronologique, enfin pas totalement parce qu'il y a une partie que je ne connais pas encore. Et ça m'avait beaucoup plu, même si c'est vraiment différent de ce qu'il fait maintenant, puisque et puis c'est pour ça que d'ailleurs j'ai choisi Juste sous vos yeux. C'est un cinéaste qui est vraiment très, très particulier dans le sens où on dirait que chaque film qui sort après l'autre est contre le précédent, mais contre dans le sens où pas une contradiction, mais contre en termes d'esthétique et de. On dirait que en fait il est dans un. On dirait que maintenant c'est un jeune cinéaste. C'est ça qui est très drôle. On dirait qu'il rajeunit d'une certaine façon, parce que ses premiers films sont des films plutôt déjà plutôt produits, puisque maintenant il s'autoproduit. Il est plutôt dans le système de production coréen, qui est d'ailleurs un système de production assez problématique de base, puisque c'est un système de production qui se fait avec des personnes privées, donc des gens qui ont de l'argent en fait, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de système de production comme en France où il y a une protection. C'est vraiment différent. Et pour le coup, c'est marrant parce que ces premiers films sont plus classiques dans leur forme, dans l'approche. Il y a un classicisme qui fait que on dirait qu'il s'inscrit. Enfin, on dirait qu'on est proche d'un peu d'une forme de cinéma à la Ozu, de ce genre de choses. Et oui. Et maintenant, en fait, il a une approche, on va dire, très très moderne, très, très forte, en fait, qui est très, très en accord avec son temps, je trouve, parce que c'est quelqu'un qui a développé l'outil numérique avec un certain génie, je trouve, et la caméra numérique. Oui, donc en plus, pour le coup, j'ai choisi Juste sous vos yeux parce que c'est vraiment tout simplement le premier que j'ai vu au cinéma. Donc, passer de la découverte d'un film de Hong Sang-soo à la maison sur le petit écran et sur un écran de cinéma, on voit vraiment la différence. Il y a quelque chose de très fort. Et le premier choc qu'il y a eu, c'est ce que je disais, c'est son travail sur le numérique. C'est-à-dire qu'en fait, Hong Sang-soo utilise des caméras. Alors, je crois que ces caméras, je crois que c'est les A7, 3, 4, quelque chose comme ça. C'est les caméras Sony, là, les petites caméras Sony qui sont des appareils sans miroir, en fait. Des hybrides, voilà, ce qu'on appelle des hybrides. Je crois qu'il travaille avec ça. Et il y a quelque chose de très fort parce que quand on va voir ça au cinéma, cette image de cinéma, on voit une nouvelle image de cinéma. C'est-à-dire qu'on voit une image de cinéma qui est pas parfaite parce que c'est pas des caméras qui ont une capacité de création d'image, je sais plus comment on dit ça, mais qui ont un capteur qui est pas suffisamment puissant. Enfin, c'est pas un capteur de caméra 4K ou quelque chose comme ça. On est plus sur quelque chose de domestique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en face d'une image imparfaite, mais qui a quelque chose de profondément organique, très fort, quoi. Et la découverte de ça devant Juste sous vos yeux, ça a été très fort. Et
vraiment, et puis bon, Juste sous vos yeux, pour le coup, j'ai choisi aussi parce que c'est un film qui est un portrait de femmes. Alors, il y a beaucoup de femmes chez Hong Sang-soo, des portraits de femmes, moi, que je trouve magnifiques à chaque fois. Mais là, c'est vraiment centré. Alors, d'ailleurs, c'est pas nouveau, hein, il le fait constamment. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a. Et pour l'avoir revu récemment, parce que je n'avais pas revu depuis la salle, j'ai revu exprès pour ton émission. Il y a quelque chose qui me touche, en fait, qui me travaille lorsque je vois le film, si tu veux. Et ce serait de quel genre? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu disais au niveau du numérique, au niveau de l'utilisation de cette caméra, le fait qu'il y a effectivement dès le début du film, quand elles se retrouvent les deux sœurs dans ce parc, il y a Oui. comment dire, quelque chose de très beau et en même temps brutal dans la manière de montrer la verdure. Elle n'est pas cramée, mais c'est une photographie très particulière. Oui. Est-ce que c'est dans tout ça qui fait que ce film est pour lequel tu es sensible, ou ce serait en plus de ça pour autre chose aussi? Il y a ça c'est clair, parce qu'il y a quelque chose qui relève de ce travail-là, parce qu'en fait, ça c'est inséparable. Enfin, c'est vraiment lié aux émotions. Mais comme dans tous ces films, en fait. C'est juste que c'est quelque chose de fréquent. Mais là, il y a quelque chose en plus qui fait que ça m'a un peu bouleversé. Déjà, bon, je trouve le titre assez magnifique, en fait. Juste sous vos yeux, ça dit tellement de choses par rapport à ce film. Et puis cette histoire de cette femme qui revient dans son pays, qui n'y habite pas. Je crois qu'elle vient des États-Unis, je sais plus. Je crois Oui, que c'est ça. exactement. C'est ça, avec les États-Unis, ouais. Ouais. Et c'est marrant parce elle redécouvre. En fait, elle redécouvre un espace qu'elle connaît pourtant très bien. Elle le redécouvre comme. En fait, il y a quelque chose de. Mais ça, c'est très très lié à Hong Sang-soo. On pourrait dire Hong Sang-sien d'ailleurs. Cette espèce de goût de la vie, des petites choses, comme le fait de fumer une cigarette dans l'autre film qu'il a sorti après, dont j'ai plus le nom d'ailleurs. Je crois que c'est après, parce que en plus ils sortent dans le désordre au cinéma. Enfin, Ouais. on les a jamais dans l'ordre. C'était celui qui finit avec qui est un film fragmenté, qui termine avec ce vieux monsieur sur un toit qui fume et qui boit un verre. J'ai plus le nom, c'est tout d'un coup, c'est terrible. Et en fait, dans celui-là, il y a ce truc. Ouais, voilà, il y a par exemple la scène du restaurant, la scène où il marche dans le parc, alors que c'est juste un parc, en fait, c'est juste un parc de ville. Donc on pourrait se dire, mais quel plaisir il y a à vivre enfin, de vivre comme ça, quel plaisir il y a à se contenter de ça. Parce que les gens, souvent, ils ont envie de sortir des lieux. Alors, c'est De nos jours, le film, hein, que j'avais perdu de vue. Et tu dis, quel plaisir il y a à sortir, aller dans un parc que prend tout le monde tous les jours et qui est profondément banal. Et ça, je trouve ça génial, en fait, parce que c'est quelque chose qui a une importance même par rapport à ma propre vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'essaie de m'appliquer à moi-même, en fait, hein, de prendre le temps d'apprécier les choses qui nous entourent et de pas essayer de trop fantasmer ce qu'il y a autour. Enfin, dans le sens où, par exemple, on a un goût pour les vacances, le fait de partir en vacances, le fait de s'éloigner, de s'éloigner de notre cadre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, Hong Sang-soo, et c'est pas que dans ce film-là, mais dans ce film, je trouve que c'est encore plus fort, il aime bien montrer que le cadre est important et qu'il faut pas le délaisser. Et que ce qu'il y a dans le cadre, c'est aussi notre propre vie. C'est-à-dire que le quotidien a son importance. Par exemple, une des premières images du film, c'est cette espèce de plan de bâtiment moche. C'est l'équivalent d'habitats sociaux, je pense, hein, en France. Et avec cette espèce d'architecture très moderne, cubique, voilà. Bah, je sais pas, mais il y a un truc qui se passe en fait à l'image qui fait que c'est plaisant. Et ça, c'est constamment dans ces films. En fait, c'est quelqu'un qui sait très bien filmer les lieux, moi je trouve. Et il y a ça. Et puis voilà, ce qui est très fort dans le film, en fait, c'est tout ce qui entoure le personnage de l'actrice de Sang-gok. Je sais pas comment ça se prononce. Sang-gok, ouais, c'est ça, Sang-gok, ouais, exactement. Ah bah ça va, je reste digne. En fait, c'est tout ce qui tourne autour d'elle. C'est-à-dire que son propre destin est lié au titre, puisque juste sous vos yeux, c'est ce qu'il y a sous nos yeux et qu'on découvre plus tard quand elle apprend qu'en fait,
elle va mourir et qu'elle sait qu'elle va mourir et qu'elle est revenue en vérité pour profiter une dernière fois de son pays, je trouve ça très fort en fait. Et ça m'a vraiment touché. Ouais, c'est assez bouleversant en fait, la manière dont Hong Sang-soo opère ça. Puis en plus, la mort a toujours été très présente dans ces films en vérité. Hein. On dit souvent que là, que Hong Sang-soo, il y a une forme de gravité qui s'ajoute dans ces derniers films. Je suis pas forcément totalement d'accord avec ça. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui est lié à la fatigue. D'ailleurs, j'ai un ami qui est à Paris qui avait vu Hong Sang-soo et Hong Sang-soo avait dit j'ai des films aujourd'hui je suis très fatigué parce qu'il est fatigué, parce qu'il vieillit tout simplement. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une forme d'approche assez humoristique de la mort dans ces films. Par exemple, le fait qu'elle annonce sa mort avec une espèce de rire. Enfin, il y a une forme de gravité, mais en même temps, il y a une forme d'humour. Et c'est là où c'est un film assez beau pour ça. C'est-à-dire que c'est un film. On est profondément triste. Moi, je sais que j'étais assez ému aux larmes lorsque j'ai appris la disparition de cette femme, alors qu'elle pouvait avoir un nouveau destin, revenir vers le cinéma, parce qu'on lui rappelle souvent pourquoi vous avez arrêté. Et ça, c'est un motif très présent dans ces films. Les actrices qui arrêtent, les réalisateurs qui font plus de films. Et je trouve ça assez beau. Voilà, il y a quelque chose de. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez beau, c'est de voir ce film-là après le confinement aussi. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ah, pour quelle raison? Oh, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, c'est un film. Et je parlais du fait qu'il y a de cette histoire, de cette sensation du fait de aussi profiter du cadre qui nous entoure. Et quand on était sous confinement, on pouvait sortir, mais sortir à quelques mètres. Et forcément, je me souviens lorsque j'étais confiné, donc première année du confinement, et deuxième année aussi d'ailleurs, parce que je crois que j'ai passé 2 années dans le même logement qui était un appartement d'une seule pièce en fait. Il y avait un petit square à côté. Et donc parfois on sortait marcher dans ce square. Et en fait, le fait d'avoir revu ça dans le film, je sais pas, ça m'a plu. Et quelque chose de. Et je sais pas si le film a été tourné en plein confinement parce que, comme d'habitude, on les a un peu en retard, les films de Hong Sang-soo. Donc, par exemple, on a eu World Cup qui était un film de confinement, par contre. Mais en fait, il y a eu cette espèce de plaisir. Ouais, c'est un plaisir de voir ma vie de confinement un peu remise à l'écran. Mais en même temps, c'est pas une vie de confinement puisqu'elles vont marcher, il y a la ville. Mais cette espèce de jouissance de la simplicité, ça fait un bien fou en fait. Alors, comme tu l'as très bien, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Comme tu l'as un peu évoqué depuis le début de cette émission, le film raconte l'histoire de cette femme d'un certain âge. Elle le dit elle-même, elle dit « je suis vieille », mais elle n'est pas forcément vieille. Je crois qu'elle doit avoir à peu près la cinquantaine bien avancée, comme on dit. Et cette femme donc revient des États-Unis. Et le film commence sur elle, dans cet appartement particulier. On a l'impression qu'elle est dans une prison. Et puis, il y a cette femme allongée dans le lit. On ne sait pas trop qui elle est. Puis, on comprend progressivement qu'elles sont sœurs. Et puis, elles vont ensuite prendre un petit déjeuner fait de café et de tartines. Il y a toujours quelque chose de très simple chez Hong Sang-soo qui est en plus qui est très poignant. Et de cette simplicité, finalement, naît une intensité, c'est-à-dire que naît une intensité dramaturgique, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a de cela. N'importe quoi de simple va construire une dramaturgie. Oui. Et puis ensuite, elle se balade dans ce parc, et puis on comprend certaines choses. Il y a cette boutique qui est tenue par son neveu, puis ensuite elle revient dans un endroit où elle était enfant. Entre-temps, elle a fumé une cigarette sous un pont. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Et puis ensuite, elle a ce rendez-vous donc avec ce réalisateur qui l'admire depuis les années 80, donc c'est-à-dire depuis, alors qu'elle n'a fait qu'un seul. Enfin, elle dit elle-même avoir fait un film, enfin quelque chose qui était passé à la télé. Et c'est marrant parce que ça rejoint un peu peut-être aussi l'actrice qui joue ce rôle, c'est-à-dire Lee Yang-young, qui dans les années 80 avait aussi eu sa petite période assez intéressante et importante. Et puis ensuite, lors de ce déjeuner qui va se transformer en dîner, qui se passe dans un café qui s'appelle le Roman, et d'ailleurs, je crois que c'est Mathieu Macheret qui me disait que
À chaque fois, il y a toujours ce café, le Roman. Ce café est omniprésent dans les films de Song-Soo. Et il y a aussi autre chose qui est omniprésent dans les films de Song-Soo, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un café, la propriétaire ou le propriétaire n'est jamais là. Soit il arrive en retard, ou soit il était là et il a laissé des clés au personnage en disant vous partez quand vous voulez. Enfin, c'est génial, je trouve, ces petites choses comme ça. Et c'est tellement génial que ça en devient évident. Et puis ensuite, il se passe un truc qui fait qu'on comprend mieux cette errance, on va dire ça comme ça. Mais il y a quelque chose de très important dès le début du film, c'est qu'elle dit, je l'ai noté, elle dit approximativement, le paradis, c'est le présent, et tout se trouve devant nous. Oui, oui. Et à chaque fois, alors le titre, bien évidemment, en coréen, c'est face au visage. Donc là, c'est juste sous vos yeux, c'est la même chose. Et dans le film, souvent, il y a ça. À un moment, les sœurs se font... elles essaient de se prendre en photo, et puis elles croisent... Enfin, il y a un couple qui arrive à ce moment-là, leur demande si la femme peut les prendre en photo, puis la femme reconnaît l'actrice, et puis plus tard, la sœur lui dit « C'est incroyable, elle t'a vu dans un film mais comment ça se fait qu'elle se souvient de toi ?» Et elle lui dit « Mais parce qu'elle a de bons yeux, quoi, elle a de bons regards. » Et voilà, ça revient toujours, ça. Il y a le cinéaste à la fin qui raconte ce qu'il a vu dans les années 80, et ajouter à cela les effluves de l'alcool, ça, on va en parler après. Donc, ça, ce rapport au paradis, le présent, juste, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Déjà, forcément, ça me parle beaucoup, même personnellement, en tant que spectateur. C'est des choses que j'aime bien, parce qu'en fait, c'est le problème qu'il y a souvent, c'est qu'on a tendance à vouloir absolument affronter le lendemain sans forcément affronter ce qui nous attend le jour même. Et ça a une forte résonance dans le film, parce que c'est un film qui prend son temps, donc on a l'impression... Enfin, c'est vrai que des gens ont forcément du mal avec cette approche, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début, mais bon, j'imagine que ça a été rappelé avec tes autres interlocuteurs, mais en fait, la mise en scène de Hong Sang-soo, elle joue beaucoup sur le plan fixe. Et le plan fixe avec une mise en scène qui a l'air d'être pensée de manière improvisée, dans le sens où les zooms d'Hong Sang-soo sont pas mécaniques. Ils sont très naturels, en fait. C'est des zooms fragiles, parce qu'en plus, ils zooment, je crois qu'ils zooment directement à l'objectif, ils n'utilisent pas une molette, parce qu'en fait, maintenant, les zooms, soit c'est des zooms numériques, je trouve ça horrible, hein, les zooms rajoutés en post-prod, soit c'est des zooms où on utilise une molette automatique, enfin une espèce de moteur. Ouais. Voilà. Mais là, tu sens qu'il utilise la main, qu'il y va avec la main, parce qu'avec le moteur, tu auras un contrôle parfait sur le zoom. C'est vrai que quand tu zoomes, en plus, tu as des différents types de zoom. Tu as les zooms où tu tires l'objectif. Donc, je crois que c'est que les anciens. C'est un aspect technique sur lequel je peux avoir des lacunes. Mais il me semble que c'est que les anciens objectifs où tu as la molette, tu la tires. Tu ne tournes pas, tu tires littéralement. Donc, ça fragilise encore plus le zoom. C'est très compliqué à faire. Mais tu as vraiment moi, c'est ça que j'aime bien. En fait, c'est marrant. Dans ces plans fixes qui durent parfois 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, ça dépend. Tu sens qu'à un moment, en fait, le réalisateur reprend la main. Mais en même temps, il reprend la main, et en même temps, c'est d'un naturel assez fou, quoi. Et d'ailleurs, notamment dans la très belle séquence où elle discute autour du café, où on voit l'arrière-plan, on a un lac, je crois, si je me souviens bien, avec un arbre sur le côté, magnifique. Magnifique plan avec ces couleurs que n'importe quelle personne qui ferait de l'étalonnage détesterait, parce qu'en fait, c'est pas dans les conventions d'étalonnage actuelles, absolument pas. Parce que c'est, en fait, ça. D'ailleurs, je sais même pas s'il étalonne beaucoup ces films, parce que j'ai plus l'impression que c'est ce qu'on appelle des logs, ou des préconfigurations de l'appareil, ce qui est tout à fait possible. Et en fait, c'est ça. D'ailleurs, cette idée que le paradis, c'est le présent, ça va avec la mise en scène même, avec ce procédé que je décris, en fait, de mise en scène.
chez Hong Sang-soo, le présent, il s'inscrit même dans la mise en scène en tant que tel, du plan, avec le plan. C'est-à-dire que le fait que ça soit cadré comme ça, le fait que ça soit des plans fixes très souvent, avec ces zooms, ça devient une mise en scène du présent. C'est pas une mise en scène contrôlée du passé. Parce qu'en fait, quand tu joues avec la mise en scène, quand tu surdécoupes, par exemple, bah, le temps est plus fragmenté, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un coup un plan, et ça c'est la blague qu'on fait souvent, un coup un plan qui a été tourné en France et un coup un même plan d'une même séquence qui a été tourné en Australie, tu vois. Et en fait, on n'a pas ça chez Hong Sang-soo parce que en fait, il joue avec le temps. Et donc, il a tout ce qui, on sent que c'est une journée qui se déroule. On le sent. On ressent cette espèce de. Et c'est pour ça que je pense qu'on prend beaucoup de plaisir à voir les choses qui se déroulent devant nos yeux. Par exemple, quand elle mange, quand elle parle, quand elle croise d'autres gens, quand elle joue de la musique, quand elle s'en va sous la pluie. Ou quand elle. Effectivement, moi, cette scène que j'aime beaucoup, quand elle revient dans un endroit qu'elle connaissait, et il y a ce café, il y a cette espèce de petit jardin en friche qu'elle trouve magnifique. C'est vraiment des choses. C'est des choses. En fait, c'est des films qui sont contre le temps en quelque sorte. Parce que le temps, on le laisse exister. On ne cherche pas à le modifier. On cherche pas à le faire passer le temps. On cherche pas parce que ça, hein, l'être humain, en fait, son plus grand ennemi, c'est le temps. Parce que le temps configure notre vie, en fait. Par exemple, le temps de travail. Tu vois, quand on travaille, on est dans un autre temps. Et quand on rentre chez soi, qu'on est fatigué, on est dans un autre temps. Et ça, c'est ça que j'aime bien chez Hong Sang-soo, c'est qu'il montre ce temps-là et qu'il ne cherche pas à le contredire, à le combattre. Il le montre juste naturellement et ça devient un film contre le temps, involontairement. Enfin, parce qu'en fait, on peut s'imprégner des personnages. Tous les éléments, ils existent. Donc, on n'a pas besoin de les zapper. En fait, tous les éléments qui servent, par exemple, les éléments de décor, tu parlais des objets, il n'a pas besoin de faire des raccords dans les objets. Il n'y a pas besoin de ça. Non, il suffit juste qu'il y a un objet disposé à un endroit, on sait quelle importance il y aura. Par exemple, un chat. Très souvent, il y a des chats chez Hong Sang-soo. Et les chats, on sait qu'ils ont une importance et qu'ils vont avoir une importance dans la discussion. Et c'est ça que je trouve très beau chez Hong Sang-soo. Il y a cette espèce de... Et ça va avec cette idée de paradis, hein, de toute façon. Et c'est un film d'été aussi, hein, en plus. Ah oui, oui. Dès les premiers plans, on sent qu'elle a chaud. Qu'elle transpire, on sent ça, effectivement, c'est un film estival. Mais tu parles de ce rapport au temps, il y a quand même aussi quelque chose qui est omniprésent dans la filmographie d'Hong Sang-soo. D'ailleurs, même, comme disait, je ne sais plus quel critique de cinéma disait, à chaque fois qu'on se retrouve devant un film d'Hong Sang-soo, on attend avec impatience la fameuse séquence de Soul-Ri. Et là, l'alcool, quand même, tord le cou à la notion de temps. Beaucoup plus que dans les précédents, beaucoup plus que dans ce qu'on a l'habitude de voir chez Hong Sang-soo, parce que l'alcool promettait un récit qui finalement sera contredit à la fin lors d'un message vocal qui, par le biais de ce message vocal, dira non, en fait, ce récit qui était promis ne viendra pas. Donc, il y a on va dire que ça il fait la nique un peu, comme on dit, à ce rapport au temps. C'est vrai. Et en plus elle rigole à la fin après le message, parce que comme si elle s'en doutait un petit peu, je pense. Mais ça, c'est très beau aussi, hein, et c'est très fort. Enfin, c'est effectivement, tu as raison, c'est le temps qui rattrape un peu aussi. Enfin, la réalité, c'est-à-dire qu'on fait des belles promesses. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que juste après, tu as la romancière et le heureux hasard. Le film est le heureux hasard, qui a un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'on a une actrice qui va faire un film, et on voit le film par contre. On voit le résultat à la fin du film. Et c'est comme si le film, la romancière, communiquait avec Juste sous vos yeux, alors que les films ne sont pas du tout sortis dans le même ordre à l'étranger. Mais c'est marrant que ça soit comme ça, parce que les deux films sont indéniablement connectés, sachant qu'en plus, il y a un jeu avec la couleur dans la romancière où le film est en couleur et le reste est en noir et blanc. Et là, on a un film entièrement coloré dans Juste sous vos yeux, mais on ne verra jamais le film, donc on ne peut pas savoir à quoi il va ressembler.
Et comme tu dis, effectivement, c'est une promesse qui n'est pas tenue. Alors qu'il y a. Et d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il refuse. Hein. Moi, je pense qu'il refuse parce qu'il a dit ça sous l'effet de l'alcool et que en fait, il a pas du tout mesuré la chose. C'est-à-dire, la réalité, c'est que cette femme va disparaître et qu'il ne se sent pas capable de la filmer. Peut-être, hein, supposons. Peut-être que c'est un aveu de faiblesse d'Aung San Suu. Et il n'y a pas Aussi. que ça, il y a aussi, je pense, le fait qu'il soit marié et qu'il ait un enfant. C'est ça. C'est ça. Et c'est souvent d'ailleurs un enjeu dans les films de Aung San Suu, toujours cette idée de l'homme qui drague, qui est quand même souvent, et c'est une autocritique d'Aung San Suu, puisqu'il a lui-même vécu ce genre de choses, et ces actrices sont des muses, hein, de toute façon, et il y a ce truc de ces rendez-vous loupés, parce qu'il y a des hommes qui n'assument pas, qui n'assument pas du tout, qui n'assument pas d'être... de toute façon, il y a cette dynamique du lâche. Hein. Chez Aung San Suu, il n'y a que des lâches. Quand on regarde la plupart de ces films, la plupart du temps, c'est des gens qui abandonnent, même qui sont lâches par rapport à leur propre art, hein, qui fuient leur propre art. On pense aux poètes de nos jours, justement, qui finalement ne fait plus grand-chose, est une sorte d'ermite un peu. Mmh. Qui conclut le film avec donc cette fameuse séquence sur le balcon, sur le toit où il fume et il mange. Et effectivement, la séquence de souris dans Je suis sous vos yeux, elle est extrêmement longue en fait. Je crois que c'est une des plus longues. Je saurais pas, j'ai pas mesuré le temps justement. Mais ça fait pratiquement toute une partie, quoi. Ah oui, je crois que c'est la moitié du film. Hein. Exactement, oui, c'est ça. Ouais. Sachant qu'en plus, il y a la séquence où elle joue de la guitare. Là, il y a aussi ce truc très drôle qui est sûrement lié aussi au fait que ça soit comme ça en Corée, mais ils investissent un salon de thé en restaurant. Donc, c'est quand même ça qui est très drôle. C'est-à-dire qu'on a un lieu qui change, qui est métamorphosé par les acteurs et les personnages. Et tout ça pour que ça se termine sur une séquence musicale extrêmement belle et une séquence sous la pluie qui est magnifique. Et après, on revient à la réalité, c'est-à-dire la première séquence, puisque on est dans la même pièce, on revient, on sent qu'elle souffre. D'ailleurs, on a vu des gestes de cette femme, on voit des gestes, on entreaperçoit des gestes où elle se touche le ventre, donc peut-être qu'elle a un cancer. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est noté qu'elle va mourir, je ne sais plus si elle dit qu'elle a un cancer ou quelque chose comme ça, mais ça j'ai pas souvenir de la nature de la maladie. Mais on pense à un cancer parce qu'elle se touche en fait le ventre, elle se touche. Voilà, ça fait penser à un cancer. Et ce qui est très fort à la fin, c'est effectivement ce message vocal, comme je dis, le temps qui rattrape. Donc, comme quoi, finalement, elle n'aura jamais cette deuxième chance de faire un film, alors que tout le monde l'adorait. Et d'ailleurs, on parle d'un film de télévision à la base. C'est ça qui est assez amusant aussi. Après, il faut savoir que bon nombre de ces acteurs et actrices parfois sont des stars de la télévision, dans le réel. Hein, je veux dire, quand les actrices, acteurs qui jouent dans les films souvent sont des stars de la télévision. Il y a beaucoup de ça aussi. Donc on peut parler de cinéma du côté un peu, en fait. Et c'est assez drôle parce que Aung San Suu est lui-même un cinéaste du côté. D'à côté, parce que c'est pas un cinéaste comme Park Chan-wook, c'est pas un cinéaste comme c'est pas le cinéaste qui revient souvent lorsqu'on parle de cinéma coréen, en tout cas vu la célébrité du cinéma coréen, et c'est marrant que finalement elle ait cette réaction de rire à la fin, comme quoi elle s'en fout en fait. Je pense qu'elle s'en fout, elle a juste peut-être profité. Il y a cette idée quand même de cette histoire ne sert pas à rien, voilà. Et cette idée que ce film ne sert pas à rien, parce qu'il permet, et ça je pense qu'il y a quelque chose à creuser, et souvent dans ces films, par rapport à la question de la mémoire aussi des acteurs et des personnages qu'ils présentent, que en fait tout ça c'est des tranches de vie, comme si c'était des capsules temporelles qui nous permettaient de connaître des personnages qui ont un vécu, tout simplement. Et c'est quelque chose que j'aime bien, c'est une dynamique qui me parle, parce que la question de la mémoire, moi, elle m'intéresse au cinéma. C'est quelque chose qui m'intéresse peut-être même plus que toute autre chose. La fixation du temps par image. Et moi, je trouve que pour le coup, Aung San Suu, avec ce film-là, il s'inscrit dans cette dynamique, totalement.
Et puis il y a toujours, en plus, il y a cette quasi-absence de musique, donc qui fait qu'on peut s'imprégner des choses plus facilement. La musique d'Aung San Suu qui compose lui-même, c'est souvent des petites ritournelles. Bah là, c'est la guitare d'ailleurs, à la fin. Et en fait, c'est pareil, c'est des éléments qui accompagnent l'émotion, qui accompagnent la compréhension, en fait. C'est un cinéma très simple, hein, celui d'Aung San Suu, pour le coup. Là-dessus, c'est quelque chose qu'il a. En fait, c'est dépourvu d'artifice. Et c'est pas étonnant quand on sait que le film préféré de Aung San Suu est un film des Frères Lumière, parce que les Frères Lumière, contrairement à ce que l'on pourrait dire, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Quand on fait un plan fixe, c'est du cinéma. Il faut arrêter de penser que le cinéma, c'est les mouvements de caméra et très techniques. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que Aung San Suu est opposé à d'autres cinéastes de coréens, parce que on a des cinéastes comme Park Chan-wook qui jouent beaucoup avec les artifices, alors que lui, c'est l'exact contraire. Et c'est peut-être pour ça qu'il plaît moins. Moi, je sais pour qui, je sais qui je préfère personnellement. Et c'est ça que j'aime bien dans le film, en fait, c'est qu'il arrive à nous imprégner de tous ces personnages, quoi. Moi, j'avais fait une comparaison un peu outrancière, mais je l'assume totalement. En fait, moi, je trouve que le film, Juste sous vos yeux, c'est un des films les plus lynchiens, entre guillemets, de Aung San Suu. Parce qu'il y a ce même rapport à l'actrice, ce même rapport à l'actrice de cinéma, comme dans Mulholland Drive, par exemple, où on met en scène des actrices qui sont un peu cassées par le cinéma, et on les sublime, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'un peu mystique, hein, aussi, je trouve, dans cette manière de les filmer en train de marcher. Il y a des élans, en tout cas, il y a des élans poétiques que je trouve très forts dans le film. Mais cette histoire du double lynchien dans Mulholland Drive, pour le coup, ce serait un peu spécial, parce que l'actrice qu'elle a été, on ne voit pas, on ne la voit jamais, mais on la devine, on l'imagine. Il y a cette séquence, j'en ai déjà parlé, où dans le parc, après que une passante les ait prises en photo toutes les deux, elle insiste, elle lui demande, elle essaie de la convaincre de revenir, qu'elle reprenne son métier d'actrice. Et c'est drôle de constater que c'est un peu le réel qui demande à la fiction de reprendre sa place. Et à la fin du film, finalement, le réel, pour le coup, dit à la fiction que ça ne peut pas ça ne pourra pas commencer. Il y a comme ça une espèce de schéma narratif, peut-être, qui se rejoignent à un moment, et qui est assez troublant, ce rapport par rapport à ça, en fait. Ouais, c'est vrai, parce qu'en plus, alors, tant qu'à faire, pour continuer sur ma comparaison un peu exagérée, mais que j'assume, le fameux message vocal, c'est un peu la boîte bleue de Mulholland Drive, c'est-à-dire que c'est la boîte de Pandore, c'est ce qui met fin à quelque chose, et qui ramène au réel, en fait, au fameux réel du début, c'est-à-dire ces espèces de bâtiments, d'immeubles, d'HLM, on peut dire ça peut-être. Mais c'est ça que j'aime bien. Et d'ailleurs, ça se termine quand même sur une sorte d'endormissement, puisqu'elle elle rejoint sa sœur, quelque chose de. Mais oui, tu as raison, c'est un coup de massue un peu, en fait, hein, ce message. Mais ce qui est marrant, et ce qui est un peu le coup de génie de Aung San Suu, et qu'il n'arrête pas de faire, hein, d'ailleurs, dans ses derniers films, bah, c'est qu'elle le prend avec humour. Et ça, c'est quelque chose que je trouve. Ça contredit en fait le fait que Aung San Suu pourrait être un cinéaste de la mort. C'est pas vraiment ça. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, je repense à ce que je disais au début. Je pense qu'Aung San Suu, c'est plutôt un cinéaste de la fixation des choses. C'est-à-dire que au contraire, c'est plutôt un cinéma vital, qui est vivifiant, qui fait du bien, qui
en fait, qui est pétri à la fois de tristesse, hein, évidemment, il y a quelque chose de profondément presque nostalgique, un peu. On parlait de ces gens qui veulent absolument qu'elle devienne actrice quand elle prend le selfie, enfin, quand elle prend la photo. C'est de la nostalgie, hein, c'est vraiment. Et qu'est-ce que ça raconte aussi des Coréens qui veulent. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient très souvent, hein, dans la romancière, c'est la même chose. Hein, à un moment. On fait la remarque, oh tiens, je vous connais, oh mais ça serait trop bien que vous refassiez du cinéma. C'est quelque chose de très fréquent. Et je crois même que c'est quelque chose qu'il y a dans World Cup, si je dis pas de bêtises. Et c'est quelque chose qu'on a aussi dans De nos jours, puisqu'il est question quand même que le poète y revienne. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça dit de la Corée, en fait? Qu'est-ce que ça dit de l'état artistique de la Corée que nous en tant qu'Européens, avec un regard un peu exotique, on a tendance à louer? Ça veut aussi peut-être dire que la Corée va pas très bien, en vérité. Et que pour aller bien, elle est obligée de revenir vers le passé, c'est-à-dire de demander à des gens qui ne sont plus dans le métier artistique de revenir. Parce que peut-être qu'ils n'arrivent plus à passer à autre chose. Et ça, c'est toujours finement amené, en fait, par Hong Sang-soo, parce que c'est des interactions sociales qui permettent de comprendre ça, en fait. Hong Sang-soo, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas d'aller dans des élans métaphoriques, d'aller dans une forme d'allégorie. Non, ce qui l'intéresse, c'est que c'est le dialogue qui permet de comprendre la situation de ce qui entoure les personnages. Et parfois, c'est des situations qui sont peut-être beaucoup plus importantes qu'on ne pourrait le penser. C'est-à-dire qu'on va peut-être au-delà. On est quand même dans cette idée que le cadre est toujours très important. Voilà. C'est le cadre qui nous permet de comprendre les choses. C'est pour ça qu'au lieu, par exemple, si on fait un film sur le cinéma, on aura toujours, imaginons, voilà, un film qui parle de la déliquescence du cinéma, comme très récemment, c'est Babylone. Ce que fait Babylone, c'est qu'il se sert de l'histoire, notamment. Donc, il la convoque, il la matérialise de manière frontale. Donc, il s'amuse. C'est un film qui s'amuse, qui veut nous emporter dans cet amusement. Et il sort les grands chevaux pour tout simplement dire que c'était mieux avant. Donc, Sang-soo, qu'est-ce qu'il fait, lui c'est qu'il ne dit pas que c'était mieux avant, c'est qu'il montre juste que des gens disent que c'était mieux avant. Moi, je trouve ça plus intelligent, personnellement. Et je trouve qu'en fait, en 1h, c'est 1h20 de film, je crois même pas. Ouais, à peu près, c'est ça. 1h22. 1h22. Ouais. Il arrive à faire peut-être ce que d'autres films qui parlent de l'industrie cinématographique, et là, je parle de manière internationale, parce qu'en fait, j'ai l'impression, personnellement, que les problématiques de l'art sont quasiment les mêmes dans tous les pays, en fait, sauf que les systèmes ne sont pas les mêmes, les systèmes de financement ne sont pas les mêmes, mais les mêmes questions se soulèvent, en tout cas. J'ai vraiment cette impression-là, très forte. Et c'est là où c'est marrant, quoi. C'est un film qui, comme tu disais, convoque pas le cinéma de manière frontale, c'est-à-dire que on les voit pas en tant qu'actrices, on voit pas des films dans lesquels elles ont joué. En fait, ils ne s'embêtent pas à montrer le passé. Ils l'évoquent juste par des petites phrases, par le cadre. Alors que Babylone, en fait, est un film qui veut tout le temps sortir du cadre. Voilà. Il veut jamais parler de l'époque qu'il montre. Babylone, par exemple, pardon pour cette comparaison, mais je la trouve pas si inintéressante que ça, parce que c'est deux films qui tentent de parler du passé, en fait, à un moment. Et du passé du cinéma, notamment. Ce que fait Babylone, c'est qu'en fait, il faut préparer un film de 3 heures en montrant le passé pour parler du présent. Et parler du présent pour montrer finalement que c'était mieux avant. Et finalement, le présent, en fait, il termine avec cette espèce de mash-up d'images qui est un peu un gloubi-goulbega, qui n'est pas très, très pertinent, je trouve, personnellement. Je trouve ça plus pertinent, par exemple, cette fin du film Hong Sang-soo, où en fait, finalement, le réalisateur ne veut pas. Voilà. Il dit non. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ça, je trouve ça très fort, et ça dit beaucoup de choses. Déjà du sort des actrices, parce que peut-être qu'elle est trop vieille aussi. Il y a ce truc-là. Tu parles effectivement de sa situation personnelle, et ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez Hong Sang-soo, qui est romérien un peu, hein, parce que c'est quelque chose qui emprunte à Romer, cette idée de couples qui se défont, qui se refont. On pourrait penser à Manu chez Maud, parfois, où il y a ce père de famille qui
qui va avoir une vie active, qui est séduite par une femme et finalement il va faire le choix de la vie active. On a ça aussi dans beaucoup de Hong Sang-soo, où finalement on va rester avec ce qu'il y a. Voilà, on va pas faire le choix de ce qui se présente à nous. Mais il y a aussi peut-être le fait qu'elle soit trop vieille et peut-être le fait qu'elle va mourir, tout simplement. Donc le film a énormément de sous-couches sur le cinéma qui est vraiment intéressante à creuser, sans que ça soit pour autant le propos principal. C'est-à-dire qu'il y a pas besoin de ça. En fait, il suffit juste de montrer la vie des gens pour qu'on comprenne la situation. Voilà, c'est ça que je trouve très intéressant. C'est le 26e film de Hong Sang-soo, juste sous vos yeux. Hein. C'est un film qui est largement disponible et sur les plateformes VOD, mais aussi en DVD. Bon, frère, en tout cas, dans les magasins, vous pouvez le trouver, c'est sûr et certain. Et c'était surtout, et voilà. Et Nicolas était venu pour nous en parler de ce film, le 26e film, juste sous vos yeux. Et un film quand même qui reste assez étonnant, en tout cas. Merci beaucoup, Nicolas, et puis à très vite. Tu reviens quand tu veux. Merci à toi, avec plaisir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.